déjà, une réponse orale, ça c'est ce que je répète souvent, n'a aucune valeur. Donc il ne faut pas que les investisseurs se laissent intimider. Donc, quand tu vas vouloir faire des modifications, les rez-de-chaussée, tu vas être obligé de les laisser ou de les créer pour de l'activité commerciale. Et après, tu as des petites astérix partout, puisque tu as des exceptions à la règle de base. Et c'est ça qui est pour moi passionnant, évidemment, mais pour celui qui n'a pas l'habitude, compliqué, puisqu'il a l'impression de ne jamais s'y retrouver et de ne jamais savoir ce qu'il peut faire. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il y a plusieurs manières de créer de la valeur dans l'immobilier. Bien sourcer le bien pour l'acheter en dessous du prix du marché, le rénover ou l'exploiter sous une forme qui permet de booster son rendement locatif, location, LCD, co-living, ou bien même, et c'est souvent plus rémunérateur, de le soumettre à des transformations plus radicales comme l'aménagement des combles d'un garage, le détachement de parcelles ou la division de bâti. Or, pour toutes ces opérations, il faut vérifier la conformité avec les règles d'urbanisme et obtenir l'accord du service urbanisme de la mairie pour prétendre mener le projet à bien. Alors, quels sont les grands principes d'urbanisme et comment augmenter ses chances d'obtenir les accords ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Laurence Delannoy, notre invitée du jour. Laurence est formatrice spécialisée dans les règles d'urbanisme et accompagne les professionnels de l'immobilier, promoteurs, marchands de biens, investisseurs dans la bonne réalisation de leurs projets. Au cours de la conversation, on verra comment lire un PLU, un plan local d'urbanisme, quels sont les éléments qui sont importants, quel type de demande effectuer par rapport au projet envisagé, quels recours ont actionné aussi en cas de refus, quelles sont les principales problématiques des investisseurs et comment les dépasser, qu'est-ce qu'il faut regarder dans un projet d'aménagement de combles et de garage. J'ai le plaisir de suivre des formations régulièrement avec Laurence au sein de Cercle MDB et devant la qualité des interventions, je me suis dit qu'il était grand temps que je te la présente et qu'on parle ensemble urbanisme sur un épisode. Avant de démarrer, je te rappelle que la meilleure manière de m'aider à faire connaître ce podcast, si tu en apprécies le contenu, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Alors n'hésite pas, c'est gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, sur ce, on part à la découverte des autorisations d'urbanisme avec Laurence. C'est parti. Salut Laurence, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup pour parler en plus d'un sujet qui intéresse énormément de gens, qui donne des migraines à pas mal d'investisseurs avec qui je discute fréquemment, mais qui est très très important, et donc qui est l'urbanisme. Donc je suis très content de te recevoir pour en parler. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter dans un premier temps pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle donc Laurence Delannoy. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille dans le domaine de l'immobilier et principalement de l'urbanisme. J'ai commencé mon activité professionnelle sur le terrain en faisant de la prospection foncière pour un groupement de marchands de biens qui ne faisait que du lotissement. Donc, division parcellaire, un lot à bâtir, de l'eau. Donc, je travaillais en partenariat avec les agences immobilières. Le PLU, ça m'a toujours intéressé parce que je gère en parallèle une SCI familiale et j'ai eu besoin de lire le PLU pour faire des projets tant perso que d'investissement. Et après 18 mois d'activité sur le terrain, je me suis dit qu'il me manquait peut-être des petites informations. Et donc, du coup, j'ai fait une formation en droit immobilier. 2 ans en formation continue. Avec maintenant, j'ai le beau titre de responsable de programme immobilier. Donc, je maîtrise le terrain et je maîtrise le code de l'urbanisme. Du coup, c'est parfait. Bah oui, tout à fait. Ah, c'est marrant que tu aies eu effectivement cette approche d'abord en tant que utilisatrice, consommatrice de ce code et des règles qui s'appliquent pour ton cas particulier. Et après que tu as été retourner en fait à l'école en formation pour aller chercher plus d'infos. Oui, du coup, c'est peut-être pas mal dans ce sens-là, puisque j'ai vu quelles étaient les problématiques et après je suis allée trouver les réponses, on va dire juridiques, pour pouvoir avoir plus de billes, pour pouvoir faire des projets qui soient mieux modélisés et des valorisations au top, quoi.
Sur la partie prospection foncière pour les lotissements, là, il n'y avait pas vraiment de... Il y avait ces problématiques aussi que tu rencontrais au quotidien ou... Oui, puisque de toute façon, la prospection foncière, moi, je travaille que pour des marchands, donc sur du terrain déjà construit. Donc, c'est pas comme de la promotion où quand tu rases, les règles d'urbanisme sont relativement faciles à suivre. Donc là, il s'agit de savoir déjà si tu peux construire. Avant de diviser, il faut savoir si on peut construire. Et pour savoir si on peut construire, il faut lire les règles d'urbanisme. Donc, non seulement pour savoir si on peut construire, mais surtout, est-ce qu'on peut détacher un lot de l'eau? Comment on fait? Est-ce qu'il faut créer une voie nouvelle? Voilà, il y a tout un tas de choses à vérifier sur le PLU pour savoir comment modéliser ton projet. C'est pas si facile qu'il n'y paraît. Et c'était en quelle année du coup? Enfin, juste pour avoir une ordre d'idée. Donc moi en 2017, voilà, j'ai démarré et après moi j'ai créé, du coup j'ai travaillé avec des marchands. Après j'ai essayé de faire de la prospection foncière un petit peu comme ça en individuel, mais c'était compliqué. Et j'ai créé ma structure qui fait en fait des audits de l'analyse foncière. Il y a bientôt 2 ans, ce sera en octobre 2021. D'accord. Ouais, non, pour se rendre compte aussi par rapport bah, au marché. Et puis, enfin, quand je dis marché, c'est au cadre, j'imagine, et on pourra en parler justement de quelle mesure, au fil des années, voilà, les choses peuvent changer un petit peu ou pas. Et donc, toi, tu as pratiqué vraiment sur des années assez récentes, dans un cadre vraiment assez récent Oui, finalement. tout à fait. J'ai pratiqué sur un cadre très récent, mais il n'empêche que, en fait, l'avantage d'avoir une formation en droit, c'est que moi, je suis la veille. Donc, fatalement, dès qu'il y a un nouveau décret, dès qu'il y a une nouvelle législation, en fait, je l'applique. Et c'est ça ma force, finalement, c'est d'être voilà, toujours à l'écoute et de pouvoir conseiller au mieux mes clients par rapport à ces évolutions législatives. C'est vrai que souvent, ça fait beaucoup de bruit parce qu'on en entend quand même pas mal parler, mais finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en pratique, ce que ça implique. Et là, moi, je suis là pour éclaircir, on va dire, toutes ces informations et toutes ces données. Et ça, c'est au travers de ton projet, Mon analyse foncière, alors, que tu... Ouais, c'est ça, exactement. Donc, au travers de ce projet, donc, je fais des audits de l'analyse. J'accompagne les porteurs de projets qui peuvent m'appeler quand ils ont des petits soucis pour décrypter les règles. Donc, ça va de la simple aide ponctuelle sur une question à vraiment de la modélisation complète. Et je fais en parallèle depuis un an de la formation également, puisqu'en fait, on m'a demandé de faire de la formation justement sur l'urbanisme pour pouvoir aussi, pour que les marchands principalement et les investisseurs aient plus de billes pour pouvoir modéliser leurs projets, pour pouvoir les présenter de manière efficace à l'urbanisme, pour pouvoir répondre aux objections et aux recours. Alors là, c'était vraiment un accompagnement global du début jusqu'à la fin. Tout est possible. Ouais, tout à fait. Du coup, tes clients sont plus des investisseurs, enfin, marchands de biens. J'inclus aussi dans le terme investisseurs, marchands de biens, particuliers entre guillemets. Et quand je dis ça, c'est par rapport. J'imagine que tout ce qui est promotion, les gros groupes, etc., ils ont une structure juridique qui ont toutes ces ressources, etc. Euh, et toi, est-ce que du coup, ton rôle serait pas justement un petit peu de rééquilibrer en termes de connaissances avec des investisseurs particuliers qui par nature sont bien moins informés que les gros groupes? Alors, ils sont peut-être moins informés, mais surtout, ce n'est pas du tout les mêmes projets. Donc, moi, je ne travaille pas du tout avec les particuliers, puisque ce n'est pas du tout la même chose et que c'est très compliqué de travailler avec les particuliers pour leur faire comprendre l'importance du PLU, pour leur faire comprendre ce que ça peut leur apporter de savoir valoriser leurs biens quand ils ont un bien à mettre en vente sur le marché. Donc, je travaille avec des particuliers, mais jamais en direct. C'est-à-dire que je vais travailler avec des avocats, ça m'est arrivé, qui me donnent des dossiers particuliers, avec des dessinateurs indépendants, avec des architectes, mais jamais en direct avec les particuliers, c'est très très rare. Après, pour rééquilibrer les forces, on va dire que la promotion, c'est quelque chose qui est complètement différent à une activité de marchand, puisqu'on travaille sur un terrain nu. Et le marchand ne travaille jamais sur un terrain nu. Donc, de toute façon, même au niveau des règles d'urbanisme, on ne va pas regarder les mêmes. Donc, effectivement, les promoteurs ont tout un tas d'équipes en interne
principalement déjà des prospecteurs, des développeurs fonciers, des architectes qui leur font des analyses et des études de capacité. Mais le travail du marchand, ce n'est pas du tout le même. Et du reste, certains promoteurs seraient bien en peine d'arriver à faire des lotissements. Et réciproquement. Donc la complexité, en réalité, elle est du côté du marchand. La complexité, ouais. Tu as raison, pour moi, elle est du côté du marchand. Puisque sur un terrain nu, ce ne sont pas du tout les mêmes contraintes, il y en a beaucoup moins que sur un terrain déjà construit. Non, c'est intéressant. Le marché, enfin l'urbanisme de manière générale, peut-être qu'on peut commencer par là. Est-ce qu'il y a une vue un petit peu homogène de l'urbanisme, l'entité urbanisme? Quand je dis ça, c'est est-ce que il y a des choses qui sont quand tu as un projet par exemple, est-ce que il y a des communalités vraiment pour tout type de demande? À qui tu as affaire en fait quand tu as un projet de construction, de rénovation ou autre de manière générale en France? Alors ça dépend en fait, je pense, des contacts que tu as. Dans l'absolu, si toi, tu ne lis pas le PLU, tu peux te tourner vers des architectes, des dessinateurs, voire des géomètres experts qui peuvent t'accompagner pour vérifier effectivement ta faisabilité. Si tu as de la chance en fonction de la commune dans laquelle tu te situes, tu as des services d'urbanisme qui peuvent répondre à tes interrogations. Si ce n'est qu'il y a beaucoup de services d'urbanisme qui ne font plus cet accueil du public et qui te demandent de déposer un projet préalablement sur lequel ils vont te répondre. Mais tu n'as plus du tout cet accompagnement de départ. Donc, même pour les particuliers, hein, que ce soit pour des professionnels ou des particuliers, on te demande, c'est une question de temps, hein, de déposer ton dossier et on va répondre sur le dossier que tu vas déposer. Mais tu n'auras pas l'information en amont. Est-ce que tu crois que ça, c'est parce qu'il y a un nombre croissant de demandes qui font que les services tout simplement étaient débordés et du coup se sont tous mis dit que voilà, ils ont changé leur approche par rapport à cette demande qui était croissante, ou pourquoi tu penses que c'est comme ça maintenant? Alors ça dépend vraiment des territoires, donc je pense que ça dépend aussi des volontés des personnes en place. De maintenir ou pas ce service. Effectivement, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de demandes qui viennent se surajouter de petites pièces, entre guillemets, comme les certificats d'urbanisme opérationnels, qui sont très chronophages, il faut répondre. Donc, il y a de plus en plus de dossiers. Peut-être que également les dossiers sont de moins en moins modélisés. Et pour certaines communes, il y a de plus en plus de dossiers portés par des marchands de biens ou des investisseurs qu'ils n'avaient pas avant. Notamment tout ce qui est phénomène de division parcellaire qui a pris quand même ces dernières années une ampleur importante. Donc il y a effectivement un nombre de dossiers croissant avec des opérations d'extension, d'agrandissement qu'on ne trouvait pas avant. Étant donné le coût du foncier, les propriétaires également essayent de voir ce qu'ils peuvent faire avec leurs biens. Comment ils peuvent l'optimiser. Avant, c'était trop petit, tu déménageais. Maintenant, tu ne fais plus ça. Tu essayes de voir si tu peux, en restant au même endroit, gagner en mètres carrés en faisant un agrandissement, une surélévation. Et c'est, je pense, de plus en plus fréquent, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques années. Ouais, donc le prix du foncier augmentant et le niveau d'information aussi s'accélérant avec Internet, l'information immédiate, ouais, ça a créé toutes sortes de demandes qui n'existaient pas avant, quoi. Exactement. Et les PLU également, c'est pas si ancien finalement. Tu sais, avant, il y avait encore les anciens plans d'occupation des sols. Maintenant, il y a de plus en plus de PLU qui ont aussi permis ces possibilités de constructibilité supérieures pour certaines parcelles à ce qu'elles étaient avant. Ce qui fait que ça a permis, dans certains cas, de pouvoir densifier davantage. Donc, un certain nombre de particuliers en ont profité. Donc, il y avait une volonté de municipalité, notamment ou de communes, de densifier, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais c'était aussi au niveau national, cette volonté de densification qui est toujours d'actualité et qui reste d'autant plus d'actualité avec la loi climat et résilience, et le zéro artificialisation nette, ce qu'on appelle le ZAN, de densifier dans des endroits déjà construits. Donc, ce qui sous-entend possibilité
de surélever, d'optimiser les dents creuses et tous les espaces qui sont libres à l'intérieur des zones déjà urbanisées. C'est ça l'objectif. Ok. Parce que pour autant, au niveau local, je sais que moi j'ai des exemples notamment de communes qui, au contraire, revoient leur PLU chaque année en donnant des restrictions toujours plus importantes. Donc est-ce que ça veut dire que c'est très hétérogène en fonction des régions, et des régions ils ont besoin d'identifier d'autres noms et ils utilisent le PLU d'un côté ou de l'autre selon ce qu'ils veulent dans leur politique publique? C'est comme ça qu'il faut voir la C'est chose? ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a la loi et après il y a l'application de la loi par les élus et la volonté politique de plaire à ses administrés. Et classiquement, quand tu es dans des secteurs qui sont protégés, tu as envie de préserver des grandes parcelles. Tu as envie de préserver, en fait, on va dire, tes administrés, qu'ils restent dans ta ville et qu'ils t'élisent à la prochaine séance municipale. Donc, effectivement, le PLU te permet tellement de possibilités que certains s'en servent pour pouvoir densifier et d'autres, à l'inverse, s'en servent pour pouvoir restreindre certaines possibilités. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu un des seuls instruments qu'ils ont à leur portée, les élus, pour montrer qu'ils font. Enfin, tu vois, c'est un élément très visible de changer le PLU, de dire oui, maintenant on interdit ici ça, donc ouais, je peux comprendre l'argument. Ouais. C'est ça. Après, il faut que tous les choix soient justifiés. C'est pour ça qu'il y a souvent des PLU qui sont annulés par la justice, puisqu'il y a des associations qui veillent en fait à l'écriture de toutes ces règles. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un équilibre entre le besoin de construction de logements, le besoin de préserver l'intimité de certains. C'est très difficile de jongler entre les deux. C'est pour ça que d'une commune à l'autre, tu n'auras pas les mêmes règles et les mêmes possibilités. Donc c'est à toi, en étudiant le PLU, de faire une prospection ciblée sur des territoires qui permettent encore d'optimiser des choses. D'accord. Oui, parce que justement, j'allais petit à petit enfin, venir là-dessus, justement, sur en tant qu'investisseur, quand on les choses à regarder quand on va lancer un projet. Il y a le PLU qui se trouve dedans, mais est-ce qu'il y a aussi, en préambule, il y a le fait d'avoir ou non un PLU, ou est-ce qu'il y a des choses peut-être plus d'apparence extérieure qui montrent que là, oh là, ça sent bon, ou au contraire, ça sent pas bon, tu vois, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des signes comme ça qui font que... Alors, il n'y a pas vraiment de signes. Parfois, on se dit que quand il n'y a pas de PLU, c'est-à-dire qu'on est soumis au RNU, au Règlement national d'urbanisme, qui, en fait, apparaît comme étant très permissif dès lors qu'on est en zone urbaine. Le RNU, c'est que la commune n'a pas mis en place de PLU ou que le PLU a été annulé et qu'on revient automatiquement au Règlement national d'urbanisme. La règle, c'est qu'on ne peut pas construire en dehors des espaces déjà urbanisés. Déjà, il y a une première restriction. Sauf qu'à l'intérieur de ces espaces urbanisés, le RNU ne te donne pas de règles quantitatives comme le PLU. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle de stationnement. Ça doit être adapté à ton projet. Il n'y a pas de règle de hauteur. Ça doit être conforme à l'environnement. Il n'y a pas d'emprise au sol, de coefficient d'emprise au sol. Il n'y a pas d'espace vert à respecter. En fait, il n'y a pas de règles quantitatives, ce qui fait que ce sont des projets qui seront appréciés soit par le maire si c'est lui qui est décisionnaire, soit par le préfet si c'est lui, sous un aspect purement qualitatif. Et quand tu vas déposer ton projet, il faudra que tu défendes les choix que toi tu as faits. Donc que tu décrives bien ta notice explicative. Mais du coup, tous les refus sont possibles. C'est le revers de la médaille. Ouais, ce que j'allais dire, c'est un couteau à deux lames, c'est-à-dire double tranchant, quoi. D'un côté, tu peux dire, ah bah, c'est une page blanche, je peux faire ce que je veux. De l'autre côté, le refus aussi est une page blanche. Sur n'importe quel critère, le maire n'a pas envie que tu t'installes à côté de chez lui, il dit non, quoi. Alors, il dit non, mais son refus, doit être justifié. Donc déjà, une réponse orale, ça c'est ce que je répète souvent, n'a aucune valeur. Donc il ne faut pas que les investisseurs se laissent intimider par une réponse qui leur a été donnée oralement. La personne qui leur a donné la réponse n'est peut-être du reste pas celui qui va être décisionnaire, celle qui va être décisionnaire. Donc ça ne vaut rien entre guillemets.
Ensuite, quand il y a un refus, ce refus doit être justifié. Et ce n'est pas parce qu'il y a un refus qu'on ne peut rien faire. Il est toujours possible de faire un recours gracieux et d'écrire. Mais pour ça, effectivement, il faut s'entourer de personnes qui ont l'habitude de ces formulations. Pourquoi pas d'un avocat? Moi, j'encourage les investisseurs de plus en plus à travailler avec des avocats spécialistes du droit de l'urbanisme. Et juste une notice juridique quand on accompagne un projet, juste un recours fait par un avocat, tout de suite, ça a beaucoup plus de poids. L'idée, c'est de maîtriser le PLU, savoir ou le RNU, hein, c'est la même chose, savoir ce qu'on peut demander, valider la manière dont on le demande et après savoir s'entourer pour se faire accompagner sur la suite en cas de difficulté. Et ne pas rester tout seul avec son projet et ne pas s'arrêter à un refus. Et d'autant plus, du coup, on le comprend avec le RNU, c'est là qu'il faut encore plus avoir une équipe à côté parce qu'on va devenir, enfin voilà, il faudra justifier, avoir plus de poids dans ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Alors souvent, le RNU sont quand même les petites communes qui n'ont pas les moyens en fait, de mettre en place un PLU parce que ça coûte des sous. Donc en général, il y a quand même possibilité de discuter avec le maire de la commune qui en fait lui a un petit peu toutes les casquettes pour modéliser son projet avec lui. Ce qui n'est pas le cas pour les communes soumises au RNU parce que le PLU a été annulé. Et il peut y en avoir dans les grandes villes. Hein. Ce n'est pas lié à la taille de la commune. Donc il y en a en Île-de-France, il y en a un peu partout en France, des grandes communes qui n'ont plus de PLU. Excuse-moi, c'est parce il a été annulé, le PLU? C'est ça, exactement. Ah, okay. Mais ils ne mettent pas automatiquement, ils ne réagissent pas en recréant un nouveau PLU plus conforme du coup Non, puisque du coup, un nouveau PLU, ça met, pour être en place, on va dire, c'est 5 ans. Allez, 4 ans. Je te le fais plus court. C'est soumis à enquête publique. Il y a une procédure, donc le rapport de présentation. Après, il faut voter le projet d'aménagement et de développement durable. C'est-à-dire que c'est un schéma directeur qui te dit comment la commune ou l'intercommunalité veut évoluer en termes de logement, mais pas que, d'accessibilité, de transport, d'équipement public. Ça, c'est le projet que tu dois mettre en place. Et en fonction de ce projet, tu vas écrire après les règles d'urbanisme pour savoir comment tu vas faire les règles d'occupation du sol. Après, c'est soumis à enquête publique. C'est toute une procédure qui est extrêmement longue et qui est extrêmement coûteuse pour certaines communes. C'est pour ça qu'elles ne le mettent pas en place. Et quand un PLU est annulé, on revient systématiquement aux documents d'occupation des sols antérieurs. Donc, s'il n'y avait pas de PLU avant qu'il y avait un POS, comme les POS, les plans d'occupation des sols sont caducs, on passe directement au RNU. Donc, il y aurait peut-être quand même des poches d'opportunités, notamment, tu disais Île-de-France, enfin, un peu partout. Oui, exactement. Il y a plein d'opportunités. Après, quand on travaille toujours sur le même secteur, on a quand même intérêt à connaître les règles d'urbanisme qui s'appliquent sur ce secteur pour, au moment où on trouve une annonce intéressante, qu'on se projette tout de suite sur l'opportunité qu'il y a ou pas de créer de la valorisation. Donc, par exemple, je sais que sur certaines communes, il y a des secteurs de centre-ville, ce qui peut intéresser les investisseurs pour lesquels on ne demande pas de place de stationnement quand on crée des nouveaux logements. Tout ceci nécessite de lire en amont le PLU, de faire une zone de prospection en fonction du type de projet que l'on veut faire pour déterminer en fait les parcelles qui pourraient s'y prêter davantage. Mais ça, c'est un travail de prospection et d'anticipation, mais ce n'est pas si facile que ça à mettre en place. Oui, surtout, déjà physiquement, chaque commune, il faut lire le PLU. C'est pas non plus un document qui est tout à fait, toujours 100% très clair non plus, en fait. Hein, tu confirmes ça que où est-ce qu'il y a... C'est ça. En fait, c'est pas qu'il n'est pas clair, c'est que les premiers PLU, effectivement, sont pas assez précis pour certaines règles et qu'on dit du coup qu'ils sont soumis à interprétation. Mais en fait, il n'y a que le juge qui peut interpréter. Donc, en fait, il est soumis à subjectivité, on va dire. D'accord ? Et effectivement, la manière dont la règle est écrite, quand elle n'est pas assez précise, chacun peut avoir effectivement une vision qui est différente. En cas de désaccord, c'est le juge qui tranche et c'est lui qui interprète la règle de manière définitive. Donc les PLU, les anciens, effectivement, manquaient de précision pour certaines règles
où la règle n'était pas suffisamment claire parce qu'il n'y avait pas de schéma, il n'y avait rien. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est les évolutions des PLU au cours des années, puisqu'effectivement, les nouveaux sont de plus en plus complets, mais qui dit complet dit complexité, avec beaucoup de possibilités d'avoir la règle de base, et après, tu as des petites astérix partout, puisque tu as des exceptions à la règle de base. Et c'est ça qui est pour moi passionnant, évidemment, mais pour celui qui n'a pas l'habitude, compliqué, puisqu'il a l'impression de ne jamais s'y retrouver et de ne jamais savoir ce qu'il peut faire. Donc, je te donne un exemple. La règle te dit que tu dois mettre en recul depuis la voie publique, que tu dois mettre ta construction en recul de 5 mètres. D'accord ? Et en dessous, on te dit que tu peux ne pas respecter cette règle de 5 mètres si tu respectes un front bâti existant cohérent. C'est-à-dire, si les constructions voisines de ta parcelle sont à 3 mètres, tu peux te mettre à 3 mètres. Alors que la règle de base, c'est 5. Et toi, tu pourras demander 3. Mais effectivement, c'est une logique d'écriture qui te permet en fait de faire plus de choses. Mais si tu ne sais pas lire le PLU à la base, c'est compliqué. Mais lire le PLU, ça s'apprend. Et ça s'apprend d'autant plus facilement que la structure d'un PLU est toujours la même. Et donc, il y a les règles et après les astérix, l'appendice, quoi. C'est ça l'idée? C'est ça. Il y a la règle de base. Après, il y a les sous-règles en fonction des cas existants. Et après, tu as encore des sous-règles selon que tu travailles sur du neuf ou selon que tu travailles sur une construction existante. Et une sous-règle selon que ta construction existante est conforme ou pas aux règles actuelles. Ça fait plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches quel est ton projet pour savoir quel niveau de la règle tu dois suivre. On est d'accord que pour un investisseur qui veut créer des logements dans une construction existante, il ne va pas s'occuper de la règle d'implantation. Il s'en moque. Sa construction existe. Lui, ce qui va l'interpeller, c'est de savoir s'il faut qu'il crée ou pas des places de stationnement, s'il faut qu'il crée ou pas des espaces de vélo, s'il faut qu'il crée ou pas un local poubelle. Du coup, ce sera des règles bien spécifiques. Il ne va pas lire la totalité du PLU. Mais quand on est néophyte, on ne sait pas par quel bout commencer. Ouais, j'imagine que ça, c'est avec la pratique aussi, comme tu dis, tu revois les choses, tu compares avec plusieurs PLU et tu revois que la structure effectivement est la même. C'est ce travail-là qui doit, à mon avis, payer à terme. C'est ça, exactement. Et quand ce n'est pas clair, donc quand ça manque de précision, eh ben toi, tu modélises ton projet et quand tu vas déposer ton autorisation, tu vas justifier ton choix en expliquant pourquoi tu as fait ça. Est-ce qu'on peut peut-être passer en revue les différents types de demandes en fonction des différents types de projets, de travaux qu'on voit passer et qui peuvent créer de la valeur pour l'investisseur de manière générale? Oui, alors, ça va de aucune autorisation, c'est bien, à déclaration préalable ou permis de construire ou permis d'aménager. Alors, aucune autorisation, ça c'est pour nombre de les projets qui intéressent beaucoup les investisseurs. Il ne faut pas d'autorisation d'urbanisme dès lors que tu crées des logements dans une construction existante. Puisque, pour rappel, il ne va te falloir une autorisation d'urbanisme que si tu crées de la surface de plancher, que si tu crées de l'emprise au sol, que si tu changes la destination de ton bien ou que si tu modifies la façade ou les structures porteuses. Quand tu crées un logement, tu ne crées pas de surface de plancher parce qu'elle existe déjà. Tu ne fais rien de tout ceci. La seule chose que tu vas devoir déclarer, c'est la création de tes lots aux impôts. Mais ça ne concerne pas l'urbanisme. Évidemment, il y a un piège, puisque le code de l'urbanisme te précise bien, et c'est bien écrit, que même si tes travaux sont dispensés d'autorisation d'urbanisme, tu dois suivre les règles d'urbanisme en vigueur. Donc, tu es dispensé d'autorisation d'urbanisme, mais tu dois suivre les règles d'urbanisme, et notamment parce que tu crées un logement. Donc, c'est la création de logement qui emporte la nécessité de suivre les règles d'urbanisme. Tu vois, c'est décorrélé. Tu crées un logement, le PLU
En fait, lui, c'est l'occupation des sols pour les constructions nouvelles, la création de logements. Donc, tu dois suivre les règles que le PLU édicte, définit, même si tu n'as pas besoin d'autorisation. Et ensuite, libre au service d'urbanisme de venir vérifier si tu as suivi ou pas les règles d'urbanisme qui s'imposent. D'accord. Donc par contre, donc un bâti, pas de division, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu crées deux logements avec un appartement ou une maison. Tu dois te conformer au PLU qui, lui, peut dire chaque logement doit avoir 2 places de parking et c'est là que tu dois créer en fait 2 places supplémentaires. C'est ça? C'est ça, exactement. Alors, on se focalise souvent sur les places de stationnement, mais dès lors qu'un investisseur a envie de créer un certain nombre de logements, il faut qu'il vérifie qu'il n'y a pas de servitude d'urbanisme sur ce bien, et notamment toutes les servitudes de mixité sociale et fonctionnelle, qui sont très nombreuses, dont on ne fait pas attention, et qui te disent, par exemple, qu'à partir de 3 logements, il va falloir que 20% soient des logements sociaux. Il va falloir qu'à partir de 2 logements créés, 60%, ça doit être des T3. Donc, il faut toujours regarder pour tout type de projet, ça vaut pour tous les projets. La première des choses à regarder, c'est le plan de zonage, le règlement graphique du PLU, qui va te dire la zone dans laquelle tu te trouves, mais également toutes les servitudes d'urbanisme qui peuvent exister sur ton bien. Ça te donne déjà un premier état des lieux. Après, il faudra lire le règlement. Mais si tu n'as pas fait ce travail, et si tu as bien mis les places de stationnement, de toute façon, l'urbanisme va peut-être toquer à ta porte en disant que tu n'as pas respecté la règle de servitude de mixité sociale. Et là, c'est retour à l'identique, à l'initial. On ne peut pas déroger au PLU. Jamais. Donc là, c'est une infraction. D'accord. Il n'y a pas un peu d'incohérence, peut-être entre justement les demandes d'urbanisme nécessaires et la nécessité d'être conforme au PLU? C'est pas forcément... Non, puisque Ouais. finalement, ça fait moins de travail pour l'urbanisme et une latitude pour le porteur de projet de modéliser son projet en respectant les règles d'occupation du sol. En fait, c'est la création de logements qui fait que tu dois être conforme aux règles d'occupation du sol. Là où il y aurait plutôt une incohérence, ce serait de demander 3 places par studio. En fait, l'incohérence, elle est plutôt là. Mais si on pouvait faire confiance à tous les porteurs de projets, ce serait bien. C'est-à-dire que si tout le monde pouvait suivre les règles et que tout le monde fasse des projets qui soient conformes au PLU, ce serait bien. Et l'incohérence, donc, elle est au niveau du nombre de places de stationnement. Deuxième incohérence, qu'on te refuse ton projet qui colle en tout point aux règles d'urbanisme. Ça, c'est une autre incohérence. Qui sur le terrain arrive de temps en temps quand même. Oui, arrive souvent. Effectivement. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il faut batailler, donc présenter son projet au départ de manière efficace et après ne pas s'arrêter à un refus. Dans un court instant, on parlera des recours possibles en cas de refus de l'urbanisme et des pièges à éviter quand on se lance dans un aménagement de comble ou de garage. A tout de suite. Finalement, oui, parce que juste pour revenir sur cette idée de ne pas s'arrêter sur un refus, tu vois aussi du coup des recours qui sont justifiés, motivés et qui obtiennent une réussite au bout de la 2e tentative ou 3e tentative? Oui, l'idée c'est vraiment de rester en recours gracieux. Après, en fonction du projet, de l'ampleur du projet, s'il y a besoin, on passe en recours contentieux. Mais là, il faut avoir les moyens de porter l'opération sur un temps long, donc les moyens financiers. C'est vrai qu'en général, les investisseurs ne vont pas dans ce type de recours. Mais par contre, ils ne feront pas non plus jusqu'à présent de recours gracieux, ce qu'ils devraient faire. Recours gracieux, ça veut dire que personne ne paye Non, en fait, c'est juste un courrier donc, que tu peux faire toi-même ou sinon tu te fais accompagner d'un avocat. Mais il y a de plus en plus d'avocats en droit de l'urbanisme qui développent en fait des forfaits pour accompagner les porteurs de projets à ce stade-là avant d'être en contentieux. Contentieux, c'est quoi? Contentieux, c'est juge. Là, c'est la justice.
Ouais. Après, en pratique, c'est vrai que je me pose la question si ça vaut le coup pour un investisseur de porter longtemps, bah, enfin, tu vois, quelque chose qu'on achète à crédit, qui nous coûte de l'intérêt. C'est Est-ce ça. qu'on a Donc en Ouais, général, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. d'accord, ok, ok. Mais il faut quand même essayer le recours gracieux en fonction de ton projet. Donc pour en revenir aux autorisations d'urbanisme, on a celle-ci. Alors, je fais un petit aparté. Tous les biens qui sont situés en secteur protégé, donc en zone ABF, ce ne sont pas les mêmes règles. Il faut forcément déposer une autorisation d'urbanisme. Donc on va faire comme si les biens n'étaient pas en secteur ABF pour se simplifier la tâche. Sinon, effectivement, ce ne sera pas les mêmes règles. Donc pas d'autorisation d'urbanisme. Après, il y a tous les petits travaux qui sont soumis à déclaration préalable. Donc si tu fais un changement de destination seul, si tu modifies les façades, tu crées de nouvelles fenêtres. Si tu fais une surface de plancher nouvelle inférieure ou égale à 20 mètres carrés, si tu fais une extension inférieure ou égale à 40 mètres carrés quand tu es en zone U urbaine d'un PLU, parce que si tu n'es pas en zone U d'un PLU, c'est inférieur ou égal à 20 mètres carrés. Les détachements de terrain, 1, 2, 3 ou 4 lots, dès lors que chaque terrain a une entrée individuelle et qu'il n'y a pas d'équipement commun qui relie tous ces lots. Après, tu passes en permis de construire. Permis de construire, c'est toutes les constructions nouvelles supérieures à 20 mètres carrés, ou toutes les extensions supérieures à 20 mètres carrés ou à 40 quand on est en zone U d'un PLU. Et les permis d'aménager, ça c'est pour les lotissements, dès lors qu'il y a au moins 2 lots avec des éléments d'équipement commun. C'est-à-dire 2 lots mais avec un seul accès par exemple, que tu partages. D'accord. Là, c'est un permis d'aménager, donc c'est plus long, plus complet. Oui, Ouais. c'est 3 mois et ce n'est pas tant le délai qui pose souci, c'est le fait que tu dois réaliser les éléments d'équipement commun qui sont à la charge du lotisseur et que tu ne peux revendre les lots qu'à partir du moment où ces éléments d'équipement commun sont réalisés ou que tu montres que tu as une garantie financière qui va prendre le relais à ta place si ce n'est pas finalisé. Donc c'est une contrainte supplémentaire, alors que quand tu es en déclaration préalable, tu peux revendre ton lot, même le commercialiser, alors même que tu ne l'as pas acheté. Alors que ce qui est impossible en permis d'aménager. Le notaire ne peut pas te faire de promesse de vente. Il faut que tu aies réalisé les éléments d'équipement commun. Ouais, donc là, il y a vraiment une contrainte en termes de temps qui est beaucoup plus lourde. Oui, alors en termes de temps, en termes de coût, Ouais. c'est pas du tout la même modélisation au départ. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes projets. C'est pour ça que investisseurs et marchands de biens préfèrent faire des détachements de un terrain, voire 2, mais chacun ayant un accès qui lui est propre et sans lien entre les différents lots pour pouvoir revendre effectivement plus rapidement. On est d'accord que le problème de l'investisseur, c'est le temps de portage. Mhm. Je t'ai pas du coup entendu parler du certificat d'urbanisme opérationnel. Il entre quand Oui, en ligne de compte? c'est vrai, mais c'est parce que tu m'as demandé les autorisations d'urbanisme. Ah oui, ça n'en est pas une. Okay. Ça n'en est pas une. C'est vrai, mais sinon j'aurais oublié. Donc le certificat d'urbanisme, c'est pas une autorisation d'urbanisme, c'est un document d'information. Et son intérêt, c'est que du coup, n'importe qui peut le demander. Alors que l'autorisation d'urbanisme, il n'y a que le propriétaire de l'unité foncière ou un ayant droit, c'est-à-dire toi, quand tu es bénéficiaire d'une promesse de vente, tu dois cocher une petite case qui dit que tu as le droit de déposer cette autorisation d'urbanisme en ton nom. Le certificat d'urbanisme, n'importe qui peut le demander. C'est bien pour ça qu'il y a une recrudescence de ces certificats d'urbanisme qui sont demandés tant par les investisseurs pour valider l'opération, enfin l'idée qu'ils ont du projet réalisable, mais également par les notaires au moment de l'acte de vente pour s'assurer qu'il n'y a pas une servitude d'utilité publique ou quelque chose qu'ils n'auraient pas vu. Et donc ça, ce document d'information, il y en a 2. Le premier, c'est le CUA, donc informatif.
On va juste te dire quelles sont les règles du PLU qui s'appliquent, les taxes dont tu es redevable, et le CUB opérationnel. Là, tu vas décrire succinctement ton projet et tu auras une réponse, donc là, sous 2 mois, qui va te dire si oui ou non le projet que tu envisages est réalisable. Mais ce n'est pas parce que le CUB est positif que tu auras une autorisation d'urbanisme à coup sûr. Et comment le jouer, alors, ce certificat d'urbanisme? C'est un premier screening quand on ne sait pas, quand on veut mettre les choses de son côté, une sorte de pré-étude. Alors, c'est ça. Moi, dans mon idée, dans l'absolu, ce serait si on a le temps de la négociation, si le temps de la négociation est un temps long, ce serait de le demander en amont pour montrer à ton vendeur que tu as déjà en amont sécurisé le projet. D'autant plus si tu lui mets des conditions suspensives d'obtention d'autorisation d'urbanisme. C'est un élément qui te permet de négocier plus facilement en disant oui, je vous mets des conditions d'urbanisme, mais j'ai déjà sécurisé la future réponse de l'urbanisme, puisque j'ai déjà un avis positif. Le problème du certificat d'urbanisme opérationnel, et c'est pour ça que certaines communes ont pris le parti de ne pas répondre, c'est-à-dire qu'elles ne les étudient plus, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs et de porteurs de projets qui ne connaissent pas les règles d'urbanisme et qui ne savent pas lire le PLU et qui, pour sécuriser leur opération, vont déposer des certificats d'urbanisme pour tout et n'importe quoi, notamment pour créer des logements dans une construction existante, alors même qu'il n'y a pas de réponse à avoir, puisque ce sont des travaux qui ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme. Donc c'est ça qui devient compliqué, c'est qu'il y a plein d'investisseurs qui veulent se lancer sur de nouvelles opérations, de nouveaux marchés, et ça c'est super, mais sans connaître les règles de base. Et pour se réassurer, ils veulent avoir tout plein d'informations, mais que les services d'urbanisme ne sont pas non plus tenus de leur donner. Normalement, le certificat d'urbanisme, c'est la destination, l'implantation approximative et les accès. Et c'est tout. Sauf qu'on demande de plus en plus de choses à ce document et qui se substitue finalement à une préinstruction. Puisqu'on met tellement de choses dedans que pour l'urbanisme, ça revient à préinstruire un dossier. Donc ça devient très compliqué et c'est pour ça qu'ils ne répondent plus. Oui, il n'y a pas les ressources derrière par rapport à ça, quoi. C'est ça, il n'y a pas les ressources et en plus, ce document n'est pas fait pour ça. Et moi, je serais tentée de dire que quand on est un professionnel, le risque, c'est le professionnel qui le prend et pas le vendeur. Mais ça n'engage que moi. Ouais, donc toi, tu dirais que hormis cette utilité d'un point de vue négociation, dire que voilà, on est approuvé, il n'y a pas vraiment de... C'est-à-dire que ça ne va pas te garantir de toute façon ton autorisation d'urbanisme. Mais effectivement, ça te donne quelque chose à montrer, sachant qu'il faut que tu aies vendu pour pouvoir faire les vraies demandes d'urbanisme. Et donc, entre-temps, quand tu es sous compromis, c'est la seule chose que tu peux montrer que tu as fait et qui... Ça, j'imagine... Oui, voilà, c'est ça. Ça peut aider ton offre, ça peut faire passer en fait ton projet. Surtout si tu vas avoir un propriétaire et que du coup il va y avoir un temps un petit peu plus long pour le projet et que lui, au lieu de vendre en 3 mois, il va vendre en 6 mois. Du coup, ça peut le rassurer. Quant à l'issue finale, c'est exactement la même chose que quand tu arrives et tu as ton offre de frais qui est déjà limite acceptée. Toi, tu montres que tu es un professionnel, que tu ne t'engages pas à la légère, que les actions que tu vas mettre en place, tu les as déjà validées en amont, mais qu'effectivement, il n'y a rien jamais qui peut t'assurer que tu auras ton autorisation d'urbanisme. Ça n'existe pas. Et l'intérêt aussi du certificat d'urbanisme, c'est que ça te gèle les droits à construire pendant 18 mois. C'est-à-dire que si pendant 18 mois, le PLU venait à être modifié, révisé, si les règles sont plus restrictives, elles ne s'appliqueraient pas à un futur projet. Tu garderais les anciennes règles. C'est pour ça aussi que beaucoup de certificats d'urbanisme sont demandés pour permettre de maintenir les règles actuelles en vigueur, si elles sont plus permissives.
Ouais, non, ça c'est quand même aussi assez puissant quand Oui, même quand tu y penses. Ouais. exactement. Hmm. Intéressant. Non, c'est cool. Je voulais voir avec toi peut-être les principales problématiques que rencontrent les investisseurs selon leur type de travaux. J'en ai quelques-uns en tête, mais tu me diras s'il y en a peut-être des plus emblématiques que d'autres. Mais typiquement la division verticale, division de bâti. Quelles sont les principales choses à regarder et puis peut-être les erreurs que font les investisseurs sur ce type de projet. Du coup, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au plan de zonage, donc vérifier euh, le plan de zonage et les servitudes d'urbanisme qui s'appliquent à ta parcelle. Donc on parlait tout à l'heure des servitudes de mixité sociale, mais il y a également tout ce qui est servitude de mixité fonctionnelle. Et sur certains secteurs, par exemple, quand tu vas vouloir faire des modifications, les rez-de-chaussée, tu vas être obligé de les laisser ou de les créer pour de l'activité commerciale, pour du commerce. Donc ça, il faut le modéliser. Donc le plan de zonage, c'est une des premières choses à regarder. Ensuite, on n'en parle jamais, puisque les investisseurs souvent ne le regardent pas. Ça se trouve dans les annexes du PLU et c'est tout ce qui est le plan des servitudes d'utilité publique. C'est là que tu vas savoir si ton bien est en zone ABF, en zone protégée, donc ce qui te permet de savoir que du coup ton autorisation d'urbanisme, en général, c'est 1 mois supplémentaire. C'est là que tu vas vérifier que ton bien est ou n'est pas en zone de risque, et notamment en zone inondable, puisque s'il est en zone inondable, la majorité du temps, quand il est en zone rouge, tu ne pourras pas créer de logement en rez-de-chaussée. Il faudra que ton premier niveau soit au-dessus des plus hautes eaux connues ou que tu fasses une zone refuge. Enfin, il faudra vraiment lire les prescriptions du plan de prévention des risques inondations, PPRI, qui se substitue au PLU. Les règles sont plus strictes. Le PPRI se substitue au PLU. Sauf que si tu n'as pas vérifié ça en amont, tu vas créer un logement en zone de risque. C'est embêtant. Oui, un petit peu, oui. Sachant que je te rappelle que la création de logements n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme. Donc l'urbanisme ne va pas t'interpeller, si tu veux, sur cette non-conformité. Si ce n'est que s'il y a un sinistre, un accident ou que sais-je après, ça va être compliqué pour toi. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut vérifier. Le zonage du PLU à la recherche des servitudes d'urbanisme et le zonage des annexes à la recherche des servitudes d'utilité publique. En général, les annexes, c'est rarement fait. On ne regarde pas en fonction du type de projet. Et après, c'est ce que l'on disait en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux savoir si tu peux détacher un terrain, par exemple, ce qui va t'intéresser, c'est la largeur des accès que tu vas devoir créer. Est-ce que tu as la place de faire un accès ou pas? Ou est-ce qu'il faudra que tu mettes en place une servitude de passage sur les terrains de ton voisin? En fonction du projet que tu veux modéliser, il y a comme ça des blocs, des articles, des blocs de chapitres à regarder en priorité. Donc ça, ce sont en fait tous les articles d'urbanisme qui t'expliquent exactement où tu vas pouvoir mettre ta future construction. Donc tu as les règles de recul, donc ça c'est par rapport à la voie. Tu as les règles de retrait par rapport aux limites séparatives. Tu as la règle d'emprise au sol. Tu as la règle de hauteur. Tu as les stationnements, les pourcentages d'espaces verts, la largeur des voies à créer ou existantes. Et en fonction de ton projet, tu dois regarder un certain type de règles. Si tu veux, par exemple, savoir si tu peux faire une extension sur ta maison existante, sur ta construction, tu te dis qu'effectivement, je dis n'importe quoi, tu as une hauteur, tu as un R+1 et le PLU t'autorise R+2. La simplification voudrait que tu te dises spontanément, ah ben super, je vais pouvoir faire un étage de plus. Mais c'est un leurre. Parce qu'une règle ne se lit jamais seule. Et que quand tu travailles sur une construction existante, si cette construction existante n'est pas conforme aux règles actuelles, le principe, c'est que tu ne peux pas aggraver la non-conformité. Donc,
Par exemple, si le PLU t'impose un recul de 10 mètres par rapport à la voie, que toi, ta construction est à 5 mètres, que tu veux faire un étage supplémentaire, tu ne pourras le faire que en te reculant de 5 mètres et en aucune manière dans le prolongement de l'existant, puisque tu aggraverais la non-conformité. Donc, cette fameuse hauteur que le PLU t'autorise, tu ne peux pas en fait l'atteindre sur une construction existante. De même, cette hauteur que le PLU t'autorise, elle a une incidence sur la règle de retrait par rapport aux limites séparatives, puisque souvent, la règle de retrait d'implantation par rapport à la distance de la parcelle de ton voisin, cette distance à respecter, elle est souvent liée à la hauteur de ta construction. Donc souvent on te dit que à partir du moment où tu as des ouvertures, donc des vues directes, la distance à respecter par rapport à ta limite doit être de la hauteur de ta façade divisée par 2. Donc si la hauteur de ta façade, elle fait 10 mètres, tu dois donc te mettre un retrait de 5 mètres. Sauf que si ton terrain, j'ai dit n'importe quoi, c'est pour que tu visualises bien, il fait 10 mètres de large, on est bien d'accord que si tu te recules de 5 mètres d'un côté, mettons que tu peux te mettre en limite de l'autre côté, mais ça te fait un couloir de 5 mètres. Donc tu vas peut-être diminuer ta hauteur pour pouvoir te mettre en retrait de 3 mètres, mais ta hauteur façade ne sera plus que de 6 mètres. D'accord. Ouais, il y a moyen de moduler en fait la hauteur que tu veux lui donner en fonction de... C'est ça. Ouais. Mais la hauteur que le PLU te donne, c'est une valeur absolue maximale. Mais il y a plein de fois où ton terrain ne te permet pas d'avoir cette hauteur-là. Ou ta construction existante ne te permet pas de l'avoir parce qu'elle est non conforme. C'est pour ça qu'une règle ne se lit jamais seule. En fait, il faut que la construction existante soit à 100% en conformité avec le PLU pour appliquer 100% ce qui est écrit. Exactement. Ouais. Ce qui est assez rarement le cas. Okay. C'est ça. Donc, quand tu travailles sur l'existant, tu es d'abord obligé de vérifier si ta construction est conforme ou pas, en fonction d'adapter la règle qui te dit que tu ne peux pas aggraver la non-conformité, sauf si le PLU te le permet. Donc, il faut que tu recherches dans le PLU s'il y a des prescriptions spécifiques pour les constructions qui sont non conformes. Sachant bien évidemment que je te rappelle, pour une idée pourtant répandue, je vais aller à l'encontre de cette idée répandue qui est la prescription décennale, la prescription administrative. Prescription pénale, c'est 6 ans, prescription administrative, c'est 10 ans. Donc on se dit, youpi, prescription administrative, au bout de 10 ans, tout va bien. Sauf qu'il y a un petit piège. C'est qu'une construction qui était soumise à permis de construire, par exemple, tu as fait, le vendeur a fait une extension de son habitation qui était soumise à permis de construire sans déposer d'autorisation d'urbanisme. Donc sa construction est prescrite, c'était il y a plus de 10 ans, donc c'est prescrit, si ce n'est que cette construction, elle reste illégale pour l'urbanisme et c'est comme si elle n'existait pas. Donc tu ne pourras jamais obtenir de nouvelles autorisations d'urbanisme si tu ne régularises pas cette illégalité. Donc il faut que tu vérifies que tu peux régulariser. La régularisation suppose que tu pourrais construire maintenant avec les règles actuelles du PLU. Et la majorité du temps, tu ne peux pas. Donc tu ne peux pas régulariser. Mais un investisseur aguerri pourrait se dire qu'il va rechercher des biens où les constructions n'ont pas été déclarées, des biens en vente. Ça peut être un moyen de négociation pour acquérir moins cher pour celui qui sait comment faire pour remettre aux normes. Mais d'un point de vue du vendeur, parce que je comprends l'argument de dire votre bien, il a peut-être un défaut, entre guillemets, que vous n'avez pas vu. Le vendeur le sait puisqu'il est obligé de le déclarer, qu'il a fait des travaux sans autorisation d'urbanisme. Sinon, ça peut être un vice caché. D'accord. Ouais. Mais le vendeur en lui-même perd pas beaucoup de valeur sur son bien s'il n'y a pas de possible. Ouais, enfin, si en fait il vend un bien sur lequel il y a eu une non-conformité, il vend un bien sur lequel on peut pas, il n'y a pas de déclaration d'achèvement des travaux.
Il y a moins d'optionnalité de construction à partir de ce bien. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le vendeur, il va se dire qu'il te vend un bien en l'état, mais il le sait que ce n'est pas conforme. Puisque tu n'as pas la déclaration d'achèvement des travaux, tu n'as pas de permis de construire, et même parfois le cadastre n'est pas à jour parce que ce n'est pas déclaré aux impôts. Je te rappelle que la déclaration aux impôts n'est pas la même chose que la déclaration à l'urbanisme. Donc tu peux tout à fait déclarer aux impôts, avoir donc un bien qui est cadastré, qui est assuré, tu payes une taxe foncière, mais cette construction reste illégale pour l'urbanisme. Donc ça te permet, toi, évidemment, tu ne vas pas dire à ton acquéreur qu'il doit régulariser avant la vente. Ce serait un peu idiot. C'est à toi de voir si tu peux régulariser par le biais d'un... C'est comme si tu déposais un nouveau permis, en fait. Et si tu peux le faire, ça te permet d'acheter moins cher et toi, après, de régulariser et de pouvoir revendre quelque chose qui existe vraiment pour l'urbanisme. Et pour lequel, toi, en tant qu'investisseur qui fait un achat-revente, tu pourras trouver quelqu'un qui aura du coup toute liberté de construire au-dessus ce qu'il veut en fonction du PLU parce que... D'accord. Ouais, okay. Et en plus, ce que tu peux faire, c'est au moment où tu fais ton permis dit de régularisation, mais en fait, c'est un nouveau permis, c'est l'associer à une surélévation à venir. Et tu fais un transfert à ton futur acquéreur. Ouais, tu assainis la situation, quoi. Voilà. La maîtrise des règles d'urbanisme, ça te permet d'envisager plein de possibilités auxquelles tu ne penses pas puisque tu ne connais pas les principes. Et en fait, c'est ça la force du code de l'urbanisme. C'est de pouvoir de visualiser de nouvelles opportunités que tu ne vois pas. Ouais, je comprends maintenant la ligne sur ton site, optimiser le potentiel foncier de ces projets. Exactement. Ouais, ça me paraît clair, mais pas tant que ça finalement. Ça y est, c'est beaucoup plus parlant maintenant, je comprends. Là, complètement, en fait, voilà, dans l'absolu, c'est ce que tous les vendeurs du reste devraient faire, c'est faire une étude de valorisation de leurs biens pour connaître exactement toutes les possibilités d'optimisation que le PLU leur permet. Mais ça, ils ne le feront pas, mais c'est donc du coup à toi, acquéreur, investisseur, marchand, de déceler ce potentiel. Et c'est de là que tu vas pouvoir faire ta valorisation. Il y a un autre type de projet aussi que je vais voir avec toi, c'est l'aménagement de combles. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles faire attention d'un point de vue, encore une fois, de demande d'urbanisme ou... Alors, urbanisme, on a dit, on les sollicite quand on crée de la surface de plancher, de l'emprise au sol, changement de destination, modification des façades, structures porteuses. Donc, reste à savoir si les combles, c'est déjà ou pas de la surface de plancher. Donc, tout investisseur chevronné devrait connaître par cœur la définition de la surface de plancher du code de l'urbanisme et l'avoir bien accrochée sur, je sais pas, en post-it sur son ordinateur. Donc, il se trouve que les combles sont déjà constitutifs de surface de plancher. Donc, j'encourage les investisseurs à ne pas me faire des déclarations préalables d'aménagement des combles, qui ne sert donc à rien, qu'à laisser supposer que vous créez de la surface de plancher. Donc l'urbanisme ne comprend pas. Donc il pense que vous allez créer de la surface de plancher. Donc il va vous demander tout un tas de choses en plus, alors que l'aménagement des combles ne concerne en rien l'urbanisme. Qu'il y ait déjà ou pas un escalier ne change rien à l'affaire. Que ce soit des combles accessibles ou non accessibles, parce qu'il n'y a pas la trémie le fait, c'est déjà de la surface de plancher. Donc la seule chose à faire, c'est, sauf si on crée une lucarne, une ouverture sur l'extérieur, on modifie la façade, on fait une DP, mais on fait une déclaration préalable uniquement pour ça. Et après, on prévient les impôts en leur disant qu'on a créé de la surface habitable et on met à jour la matrice cadastrale. Donc H1, je crois, si on est en maison, et H2, si on est en collectif. Mais les combles et urbanisme, pas besoin. Mais ça, c'est du non-stop. Ouais, j'imagine. Ça, c'est du non-stop. Mais voilà, si tu ne connais pas les règles. Donc, il y a des petites choses de base quand même à savoir. Et puisque tu me parles des combles, on va parler du garage aussi. Ouais, j'allais venir, ouais. J'étais sûre que tu allais me parler du garage.
Alors, donc, il faut quand même encore connaître la définition de la surface du plancher. Alors, j'ai même plus le numéro, le R11122, je sais même plus le numéro du code. Donc, le garage, ce n'est pas de la surface de plancher. Le garage est exclu du décompte de surface de plancher. Donc là, si tu veux aménager ton garage en surface habitable, en fait, tu vas créer de la surface de plancher et tu vas devoir déposer une déclaration préalable. Cette déclaration préalable n'est pas la même que quand tu fais du neuf. C'est une déclaration préalable où, en fait, il n'y a pas une petite case à cocher. Il va falloir que tu l'écrives manuellement, qui dit que tu transformes plus de 5 mètres carrés de surface close et couverte en surface de plancher. Et ce n'est qu'une déclaration préalable. Évidemment, non, là, c'est qu'une déclaration préalable. Ah oui, j'ai oublié de te dire une information importante pour ce garage. Vas-y, est-ce que tu saurais répondre à cette question? Faut-il faire un changement de destination pour ce fameux garage? Le classique. Le classique. Alors, un changement de destination, pas changement de destination, j'hésite. Ouais, tu ferais quoi? Moi, je ferais pas changer de destination parce que c'est une annexe d'un bâti qui est existant. C'est ça, voilà. Exactement. Donc, une de seconde erreur, c'est que beaucoup de porteurs de projets veulent faire des changements de destination. Or, le garage est une annexe et les annexes sont réputées avoir la même destination que la construction principale. Il est bien évident que si c'est un garage d'un entrepôt, la destination, c'est pas habitation. Donc là, pour le coup, il faudra faire un changement de destination. Voilà. Mais la majorité du temps, on va considérer que c'est un garage d'une habitation et on veut créer un logement dedans. Donc, il n'y a pas besoin de faire de changement de destination. Comme il n'y a pas besoin de faire de changement de destination, même si tu fais une ouverture ou tu modifies la porte du garage, ça reste une déclaration préalable. Changement, modification des structures porteuses. Donc, tu as une déclaration préalable avec 2 travaux dedans. Modification des structures porteuses de la façade et transformation de plus de 5 mètres carrés. Mais jamais ça ne se transforme en permis de construire. Et j'insiste, quelle que soit la surface de ce garage. Qu'il fasse son 50 mètres carrés, 200 mètres carrés, 30 mètres carrés, peu importe. Ça reste une déclaration préalable. Ce qui est aussi une source aussi d'opportunités importantes, parce que d'un point de vue de la personne lambda, un garage, c'est un garage, n'a pas la valeur que peut lui attribuer quelqu'un qui peut l'utiliser en habitation. Évidemment, là encore, il faut faire attention aux règles d'urbanisme. On est d'accord que si tu transformes le garage existant, tu perds les places de stationnement. Donc, il va falloir les remettre ailleurs, sur le terrain d'assiette, celle que tu avais. Si tu crées un logement dans ce garage, il va en plus falloir créer le nombre de places de stationnement que la création de ce logement impose. Donc, il faut quand même penser à avoir la place pour mettre les places de stationnement perdues et les nouvelles dont tu as besoin. Oui, c'est pas non plus. Et que pour le coup, comme là, tu es obligé de déposer une déclaration préalable, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas modéliser ces places de stationnement sur ton autorisation avec ta petite notice et tu vas expliquer que tu crées aussi des places de stationnement. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on pourrait passer des heures à parler de ça. Les places de stationnement, il faut non seulement vérifier le nombre dont tu as besoin par rapport à ta création de logement, mais la manière dont tu vas les faire. Certains PLU te disent qu'à partir de la création de 2 places de stationnement, 50% au moins doit être dans le corps de la construction. Ça change tout. Va te dire que 50% au moins doivent être couverts. Donc, il faut faire un carport. Mais qui dit carport dit emprise au sol. Encore faut-il que tu aies de l'emprise au sol résiduelle pour arriver à couvrir tes places. Donc, il n'y a pas que... C'est vrai que souvent, on vérifie le nombre. On regarde combien il faut faire de places de stationnement, mais il y a les modalités de la manière dont tu vas les faire qui comptent aussi. Et tout ça, il faut vraiment le regarder. Le PLU, ça s'épluche. Tous les termes sont importants.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs, une question un peu farfelue là, mais est-ce que, Non, il n'y a est-ce que... pas de questions farfelues, hein. Parfois, il y a des réponses d'urbanisme farfelues aussi, hein, je te rassure. Non, parce que quand tu me parlais d'éplucher, il y a un texte assez dense comme ça, qui est formalisé assez, enfin, à modéliser, à se formaliser pour beaucoup qui est réplicable en fait. Est-ce que l'IA aurait un rôle à jouer dans la façon d'appliquer un filtre qui donne une information tout de suite actionnable pour l'investisseur sans qu'il ait besoin de... Alors ça existe déjà pour tous les logiciels dont se servent les promoteurs. Les logiciels de faisabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as même les nouveaux, la capacité qui te sort en 3D directement. Donc tu as ton immeuble qui est modélisé et tu peux modifier les éléments de cet immeuble en disant bah là je veux un étage en moins, un changement d'implantation et il te donne vraiment une vision extraordinaire de ce que tu peux faire. Pour le moment, ça n'existe pas pour les opérations marchands puisque la facilité des opérations neuves, c'est que tu as une règle de retrait, une règle de recul, un coefficient d'emprise au sol et que c'est assez facile à mobiliser. Quand tu travailles sur un bien existant, tu as en fait une double lecture, savoir s'il est conforme ou pas, et vérifier ce que le PLU te permet de faire avec des petites astérix. Donc je pense que ça viendra peut-être un jour, mais comme les PLU sont de plus en plus complexes et te donnent des possibilités de t'adapter à l'environnement existant, c'est peut-être compliqué pour l'IA d'aller extraire des données qui sont purement qualitatives et pas quantitatives. Ouais, Donc j'ai encore quelques années devant moi. ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut pas que ça arrive trop vite non plus, ouais. Voilà, exactement. Mais je pense qu'on y viendra. Mais la modélisation est peut-être plus compliquée quand on travaille sur l'existant. La même chose, détacher un terrain à bâtir, ça nécessiterait d'avoir plusieurs projections par rapport. Parce qu'en en fait, il y a un principe du code de l'urbanisme qui te dit que les règles s'appliquent sur l'unité foncière dans son ensemble, comme si les lots n'étaient pas divisés, sauf si le PLU déroge à la règle. Donc les règles ne s'appliquent pas de la même manière. Donc ce qui nécessiterait pour l'IA d'aller extraire, en fait, sur chaque PLU, le bon endroit qui t'explique comment appliquer la règle. La difficulté aussi pour l'IA, c'est de lire du code de l'urbanisme, avec souvent des articles qui ne sont plus les bons, puisque Légifrance, le code de l'urbanisme évolue, et souvent les numérotations d'articles changent. Donc sur plein de PLU, tu as des articles, quand tu regardes, en fait, tu ne vas pas les trouver, puisque le numéro a changé. Donc il y a plein, mais je pense qu'on va certainement y arriver. Mais il faudrait, on va y arriver peut-être avec plutôt la numérisation, tu sais, une maquette BIM de ton bien existant, et après les possibilités qui, euh, qui existent, sachant que pour le moment, ça coûte quand même assez cher. Donc, ce sont plutôt des promoteurs qui ont les moyens, tu vois, d'investir dessus. Chaque petit investisseur isolé n'aura jamais la capacité pour le moment financière de se payer ce type de modélisation. Donc, c'est peut-être là pour le moment qui est le frein. Après, c'est pas non plus, c'est vrai, c'est pas non plus une montagne à faire et avec l'habitude, comme tu disais, tu commences à choper l'œil, donc Non, par rapport aux ouais. petits projets, effectivement, je pense que c'est pas, on n'est pas sur des remembrements de parcelles comme peuvent être les promoteurs, avec plusieurs unités foncières, des contraintes. Après, s'il y a des contraintes d'inondation, donc rehausser des planchers, tu vois, on n'est pas dans ce type de projet qui vont devenir effectivement de plus en plus complexes. Et pour eux, ce qui va être intéressant, c'est de modéliser les surélévations, mais d'immeubles en copropriété, qui emportent aussi d'autres contraintes que sont les règles de droit privé, de vote en AG. Voilà. Nous, on n'est pas sur ce domaine-là. Ouais. Non, et puis ça reste de l'immobilier. On aime bien, enfin, on aime bien là aussi cette asymétrie d'information, c'est aussi ce qui crée la valeur. Donc, effectivement, si tout était, Ah bah si tout le ouais, monde a accès à l'information, n'importe qui, du coup, va pouvoir c'est ça. se porter acquéreur d'un bien en voyant tout de suite le potentiel devant ses yeux, sachant que l'intérêt aussi, c'est de maîtriser tout ça pour connaître les multiples valorisations possibles. En fait, c'est ça, ce serait ça l'intérêt, en fait.
d'avoir qui te ressortirait, bon, est-ce que je crée des logements? Oui, combien? En fonction des places de stationnement que je peux mettre. Est-ce que je peux diviser un partie de mon terrain? Ah ben là, est-ce que je pourrais faire une extension? Est-ce que je peux changer la destination? En fait, ça fait beaucoup de paramètres pour une même parcelle. Et là, peut-être que c'est pas pour tout de suite, mais tu as raison, hein, l'IA progresse va tellement vite que peut-être que ça va exister, mais au départ, je pense que ce sera vraiment pour plutôt les promoteurs qui vont, étant donné la rareté du foncier, se reporter sur des opérations de réhabilitation lourde, rénovation lourde, mais sur des gros projets. Mais c'est vrai que les petits promoteurs rénovateurs vont peut-être prendre des places des investisseurs et des marchands. Tu vois, c'est possible. Ouais, ok. Bon, ouais, super. Bah, comme tu dis, on pourra en parler pendant des heures encore d'urbanisme, mais on arrive un petit peu au bout du temps qui est imparti, en tout cas pour nous. Oui, puis il faut quand même pas donner trop mal à la tête à tes auditeurs. C'est ça aussi. Ouais, je suis soucieux aussi de cet aspect, évidemment. Pour les gens néanmoins qui veulent continuer à plonger dans cet univers et à en savoir toujours plus, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en termes de ressources? Déjà de me suivre sur LinkedIn. Parce que j'écris quand même pas mal d'articles, on parle pas mal de PLU, de code de l'urbanisme, donc ça, autant en profiter. Et puis après, vraiment, c'est de lire le PLU et de s'en imprégner. Et à chaque projet, de regarder obligatoirement le plan de zonage. Donc, le site parfait pour ça, c'est le géoportail de l'urbanisme. Donc, sur le géoportail de l'urbanisme, l'intérêt, c'est de cliquer sur fiche détaillée de ta parcelle. Et quand tu fais fiche détaillée, tu as à gauche tout ton zonage et toutes les servitudes d'urbanisme qui s'appliquent à ta parcelle. Et sur la partie droite, tu as toutes les servitudes d'utilité publique. C'est déjà d'avoir le réflexe d'aller regarder ça. Et après, d'apprendre à lire les règles et de regarder comment un PLU est structuré. Tous les PLU sont structurés de la même manière. Et de lire, de s'en imprégner, et puis après de trouver des personnes ressources, poser des questions. Je pense que c'est pas ce qui manque, les forums de discussion, ça c'est possible. Et après, c'est s'intéresser. Et si vraiment on est coincé, c'est m'appeler en urgence. La hotline, Laurence. Voilà, exactement. Ok, ouais, c'est cool. Et puis tu mentionnais, donc tu es beaucoup sur LinkedIn, donc c'est là, j'imagine, en priorité pour te rejoindre si les gens veulent te contacter. Oui, de toute façon, sur LinkedIn, je suis assez visible, donc sur mon profil Laurence Delannoy. Et puis, de toute façon, sur ma bannière, il y a mon téléphone, mon contact, mail. Et puis, en plus, il y a même un agenda pour qu'on puisse échanger 30 minutes sur un projet ou faire connaissance. C'est toujours sympathique de faire connaissance des gens qui vous suivent, en fait. Ouais, tu dois avoir quand même pas mal, du coup, enfin, tu dois avoir un réseau quand même croissant et développé, du coup, d'investisseurs qui ont toutes. Oui, mais c'est ça qui est sympathique. Et moi, j'essaye de mettre en place une petite communauté, puis d'avoir des échanges. C'est que le plus difficile, c'est voilà, d'avoir des échanges. C'est toujours intéressant, même quand et de confronter. Parce que j'ai la chance d'avoir un réseau où j'ai non seulement des investisseurs, mais aussi beaucoup d'instructeurs droit des sols. Et ça, c'est super intéressant et enrichissant, parce que j'arrive à voir les deux côtés. Et je pense que ce sont deux mondes qui auraient qui bénéficieraient de se parler davantage et de se rencontrer plus, puisque les uns râlent que les services d'urbanisme sont toujours là pour les embêter sur leurs projets. Mais c'est vrai que quand tu regardes les autorisations qui sont déposées, moi, la majorité du temps, je comprends rien non plus. Je pense qu'il faut apprendre Ouais. à travailler et avoir un respect des instructeurs droit des sols qui ne sont pas là pour t'embêter, qui sont là la majorité du temps pour t'accompagner. Encore faut-il que toi, tu apprennes à modéliser tes projets. L'instructeur droit des sols, il n'est pas dans ta tête. Donc, si c'est pas clair, il va te demander un tas de pièces complémentaires, ça va prendre plus de temps, ça va t'énerver. Alors que finalement, si tu avais peut-être pris plus de temps au départ ou travaillé aussi avec des professionnels compétents pour déposer des autorisations d'urbanisme, surtout quand c'est des choses un petit peu limites, ça marcherait mieux. Mais c'est vrai que de comprendre les contraintes de chacun des deux côtés, c'est que enrichissant, parce que comme ça permet d'aller plus vite
Parce qu'il ne faut pas oublier que les instructeurs droit des sols apprennent sur le terrain aussi, ils sont comme moi. Ils n'ont pas de formation. Donc, ils apprennent sur le terrain. Et puis aussi, malheureusement, ils ont affaire à plein d'autorisations d'urbanisme qui ne sont pas conformes. Il y a quand même beaucoup de choses qui leur arrivent. C'est un peu du n'importe quoi. Donc, ils ont quand même tout ça à traiter. C'est sûr, non, mais on a tout à gagner, je pense, à comprendre le langage de l'autre de toutes les manières pour gagner du temps, quoi. Parce que ça sert à rien de me mettre les uns contre les autres, au contraire, faut être. C'est ça, exactement. Donc, moi, j'essaye, c'est ça qui est sympa, de créer une petite communauté, mais c'est pas facile. Tu es le trait d'union, quoi, finalement. Oui, je trouve ça sympa parce que c'est vrai que moi, en fait, je modélise mes projets comme un instructeur finalement. Je regarde comme l'instructeur va le faire. Il va vérifier que la conformité par rapport aux règles d'urbanisme. Et moi, je fais la faisabilité par rapport aux règles d'urbanisme. C'est parfait. Bah écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, qui vont te contacter après cet épisode, en tout cas. Donc, et je ne manquerai pas de te le dire s'il y avait une vague d'un seul coup d'investisseurs hyper connectés. Ouais. On va voir ça. Ouais, on verra. Ça sera une expérience justement. Expérimentation. Super, bah merci beaucoup Laurence, c'était super instructif. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris, j'ai vraiment apprécié la conversation. Et puis je te dis à très bientôt. Eh bien, écoute, j'espère. Merci à toi pour cette invitation. C'était très sympathique. Moi, j'adore le PLU, donc je peux en parler pendant des heures et j'espère que tes auditeurs apprécieront cet épisode du Urbanistique. À très bientôt. À bientôt, Laurence. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.